On va pouvoir démarrer la présentation sur d'abord ce qu'on a souhaité, c'est donner un petit peu le contexte lié au secteur finalement de l'industrie financière. Et ensuite, Désiré reviendra sur le contexte réglementaire, législatif, les structures qui sont effectivement éligibles au DORA, percussions potentielles avec NIS 2 qui arrive en octobre. Et puis ensuite, vraiment sur la deuxième partie, on rentrera sur les prérequis liés à la cybersécurité pour se préparer à la mise en conformité. Merci beaucoup Jean-François pour l'introduction. Donc je me présente, je suis Désiré Yapi, consultant chez Stroupel. Je m'occupe principalement d'activités de gestion de risque, de mise en conformité des organisations, de gouvernance, de projets de transformation également. Et donc, pour Stroupel, avec Jean-François, on a décidé de vous faire une petite présentation sur le Digital Operational Resilience Act. Donc, je m'excuse déjà pour l'anglais que j'utilise juste pour cette partie-là. C'est juste que le terme n'a pas vraiment été traduit en français pour l'instant. Et donc, le but pour nous aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est de nous assurer en fait que, au vu du grand nombre d'articles que vous pouvez avoir sur Internet, des explications que vous pouvez avoir, que vous soyez en mesure d'aller quand même à l'essentiel. Parce que beaucoup de clients, beaucoup de contacts vont nous dire que Dora présente plein de choses, il y a des informations qui sont données ça et là, mais on a du mal à identifier comment il faut l'adapter à notre contexte à nous. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Est-ce que ce qu'on a déjà mis en place convient? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Le but de la présentation, c'est ça, c'est de bien s'assurer que d'un point de vue cybersécurité, on identifie vraiment les enjeux, les attendus de Dora et qu'on sache vraiment comment se mettre en ordre de marche pour être conforme le 17 janvier 2025. Donc, comme je vous l'ai dit, cette présentation-là aura pour but, un, de vous présenter Dora, de vous présenter ses exigences, son contexte, et ensuite d'aller directement dans le vif du sujet avec les prérequis qui sont demandés pour Dora pour vous mettre en conformité. Donc, il y a des exigences qui, jusque-là, étaient des standards de cybersécurité qui ont évolué, qui sont aujourd'hui dans Dora et qui vont vous être exigés à partir du 17 janvier. Et la question pour vous, c'est de savoir, d'un point de vue cybersécurité, comment vous faites. Et là-dessus, nous, Stroupel, en tout cas, on a une méthodologie, on a une approche que nous allons vous proposer également en fin de présentation pour aller de façon efficiente à la conformité. Donc, pour vous parler de Dora et surtout pour vous dire sur quelles activités vous êtes concerné, il faut déjà prendre en compte le contexte. C'est qu'on est sur un contexte de multiplication de cyberattaques parce qu'il y a déjà une multiplication des acteurs qui sont concernés par Dora, les acteurs que je vais vous présenter par la suite. Et là où principalement, historiquement, sur le marché financier, on avait des gros acteurs bien établis, aujourd'hui, de plus en plus, on a de nouveaux acteurs sur le marché qui sont de petite, moyenne et grande taille aussi. Et ce qui multiplie forcément les surfaces d'attaque. Donc les attaquants sont devenus plus sophistiqués, les attaques sont plus importantes et on a une évolution des chiffres d'attaque de 2022 à 2023 qui est de 119%, ce qui est énorme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et d'ailleurs depuis le début des années 2020, l'Union européenne a pour souci de mettre en place un socle commun de résilience en fait du secteur financier. Parce que l'objectif reste quand même de protéger les Européens, de protéger les consommateurs. Ces activités financières-là représentent beaucoup d'argent, représentent les économies, les ressources des Européens. Et donc le but pour l'Europe aujourd'hui, c'est de s'assurer que ces entreprises, ce marché financier, soit suffisamment résilient vis-à-vis des cyberattaques. Et donc, depuis le début des années 2020, il y a eu des réflexions pour avoir un socle commun de mesures de sécurité à implémenter. Et en novembre 2022 a été publié au journal officiel de l'Union européenne le texte de loi, donc la directive euh, sur la résilience opérationnelle qui est demandée aux acteurs du secteur financier. Elle entrera en vigueur officiellement le 17 janvier 2025, mais déjà depuis 2-3 ans, on a le contenu du texte. Et donc, on sait ce que le texte nous demande de mettre en place. Il faut préciser aussi que Dora est
très lié à NIS 2, donc la directive NIS qui a son évolution qui sera NIS 2, qui elle aussi, de façon générale, porte sur la sécurisation des systèmes d'information des activités critiques en Europe. C'est juste que DORA va être un peu plus spécialisé sur la notion de résilience opérationnelle. Donc, pour assurer cette résilience opérationnelle, DORA va se fonder sur des principes qui seront, un, la gestion des risques, deux, la gestion des incidents, trois, la résilience opérationnelle qui sera garantie par des tests de continuité d'activité. Et enfin, dernier point qui sera le partage de l'information. Qui est concerné par DORA? Donc, comme je vous ai dit, c'est les activités financières, mais principalement, ces activités financières, ce sera la banque et paiement, donc les établissements bancaires qu'on connaît tous aujourd'hui. Tous les établissements qui vous permettent de faire des paiements, ça peut être des paiements en ticket restaurant, pour la nourriture, ça peut être des bonus, des coupons que vous avez. Tout ça, ça constitue des paiements. Dès l'instant où vous faites une transaction financière et que vous avez un organisme qui vous fournit une carte virtuelle ou physique pour réaliser des paiements, cet organisme-là sera concerné par DORA. Vous avez également aussi la notion de tous les prestataires qui gravitent autour de ces prestations de paiement-là. Et cette notion de prestataire sera très importante. Je vais revenir là-dessus dans la présentation. En ce qui concerne l'aspect financier, vous avez donc les établissements d'investissement, tout ce qui vous permet d'investir dans des actions, dans des actifs, que ce soit des actifs classiques ou les nouveaux actifs comme les actifs crypto, de la crypto-monnaie qu'on a de plus en plus sur le marché. Toutes les sociétés de gestion de fonds d'investissement, tout ce qui est prestataire de fonds d'investissement va être soumis également à DORA. Et enfin, on a la partie assurance, réassurance, intermédiaire d'assurance, institution de retraite, tout ça qui sera concerné par DORA. Donc, principalement, vous devez comprendre que tous les acteurs qui, de près ou de loin, gèrent les finances en fait, des Européens sont concernés aujourd'hui par DORA et par cette nécessité d'avoir un socle commun de résilience opérationnelle. Et donc, concrètement, la question est de savoir ce que DORA vous demande de mettre en place, ce que DORA nous demande d'avoir pour assurer cette résilience opérationnelle. Et cela, dans le texte, se traduit par 5 chapitres. Donc, vous avez plus de chapitres que ça dans le texte. Vous avez des chapitres, on va dire, sur les dispositions légales, sur les rôles et responsabilités des États, tout ça. Mais il y a 5 chapitres qui vont vous présenter réellement les exigences. Il y a un chapitre sur la gestion des risques liés aux technologies de l'information et de la communication, un chapitre sur la classification, la notification des incidents liés à la sécurité des systèmes d'information, un chapitre sur les tests de résilience opérationnelle, donc on attaque le cœur de DORA sur la partie résilience opérationnelle, un chapitre sur la gestion des fournisseurs, de tous les fournisseurs qui vous permettent en fait d'assurer les services financiers que vous avez au sein de vos entreprises. Et enfin, dernier chapitre, un chapitre sur le dispositif de partage de l'information. Et donc, ces chapitres-là sont des exigences cybersécurité, mais ce pas des sujets qui sont nouveaux sur le marché. Ces exigences cybersécurité étaient déjà présentes au travers de standards de bonnes pratiques qu'il y avait sur le marché. Ce qui fait que DORA, aujourd'hui, n'est pas une révolution en tant que telle sur le marché de la cybersécurité. DORA va juste exiger ce qui était recommandé par le passé. C'est ça qu'il faut bien garder à l'esprit. Donc, si vous aviez déjà une culture cybersécurité, une approche cybersécurité, Dora va pas venir changer votre façon de faire les choses. Dora va venir maintenant vous pousser, vous exiger de mettre en place ce que vous faisiez comme recommandation jusque-là. Et donc, de ces 5 chapitres que je vous ai présentés, nous, pour simplifier la tâche, pour simplifier la compréhension et l'appropriation du sujet, on vous recommande de les penser au travers de 4 prérequis, de 4 chapitres, de 4 prérequis cybersécurité. Donc, ces 4 prérequis, c'est la gestion des risques, la gestion des incidents, la continuité d'activité, les tests de continuité d'activité, de résilience opérationnelle et la gestion des fournisseurs. Alors, peut-être que vous allez dire, il y a un chapitre qui a disparu, c'est le chapitre 5 sur le partage d'informations. C'est tout simplement parce que si on prend un peu le domaine de la cybersécurité, le partage de l'information va être énormément compris dans la gestion des incidents. Quand on a pour habitude de gérer les incidents, on est familier avec les notions de CERT, de CERT-FR, de CSIRT, tout ça, qui sont en fait des mécanismes de partage de l'information et qui sont, on va dire, le niveau de maturité optimal pour la gestion des incidents. Ce qui fait que finalement, le dispositif de partage de l'information, il sera la finalité de votre capacité à gérer les incidents
parce que vous allez partager l'information lorsque vous serez en mesure de bien gérer vos incidents et ensuite de communiquer sur ces incidents-là. Ce qui fait que d'un point de vue cybersécurité, nous, on vous recommande de vous concentrer sur quatre notions, qui sont les quatre que je vous présenterai là dans les détails. Donc, le premier sujet, c'est la gestion des risques. Euh, Gestion des risques à laquelle je couple également la gouvernance sur la continuité d'activité. Euh, on va dire c'est la base, ça semble évident, mais c'est la base. Vous êtes une organisation, vous voulez mettre en place une résilience opérationnelle de vos systèmes d'information, il faut que vous soyez, en mesure d'identifier clairement et d'identifier de façon exhaustive vos activités, vos ressources critiques. Pour le faire, vous devez avoir un cadre de gestion des risques, donc une méthodologie de gestion des risques qui soit définie, qui convienne à votre organisation, hein. Le règlement ne vous impose rien. Le but, c'est de faire, c'est de faire et de mettre en place ce qui vous convient le mieux. Mais il faut mettre en place un cadre qui va vous permettre d'avoir une méthodologie d'analyse de risque. Euh, il faut prendre en compte aussi le fait que dans votre organisation, vous devez identifier les personnes clés qui sont responsables de ces ressources critiques, qui sont responsables de ces activités critiques, mais qui sont également garants en fait de la prise de décision sur la partie gestion des risques, ce qui est très important. Ça semble évident comme ça, mais dans une organisation, définir qui est censé faire quoi, qui est censé prendre la décision, qui est censé réaliser les actions sur la partie gestion des risques pour assurer la résilience, c'est pas toujours évident. Et comme en fait, on parle de gestion des risques, mais sur de la résilience, on va vous recommander en dernier point également de faire des bilans d'impact sur activité. Donc, c'est des BIA qui sont, c'est un terme qui est vraiment plus utilisé dans la partie continuité d'activité, mais qui est approprié ici dans cette notion de gestion des risques, parce que ces bilans d'impact sur les activités va vous permettre de déterminer réellement quels sont vos scénarios, quelles sont les situations dans lesquelles vos ressources critiques pourraient être mises en danger, pourraient se retrouver en tout cas dans des situations de crise. Une fois que vous aurez fait cette identification de vos ressources critiques, de vos activités critiques et des scénarios en fait avec lesquels vous risquez de vous retrouver dans une situation d'indisponibilité, vous allez être en mesure par la suite de mettre en place une gestion, une classification de vos incidents. Ça signifie d'abord, comme pour le précédent sujet, d'avoir un processus qui est en place, mais d'avoir surtout un processus qui est connu par tout le monde dans votre organisation. Ce qu'on constate, nous, sur le terrain avec les clients, c'est qu'on a des processus qui sont bien écrits, bien rédigés au niveau de la direction, qui sont connus au niveau des équipes cybersécurité, mais qui ne sont pas partagés, qui ne sont pas correctement diffusés sur le terrain. Ce qui fait que vous avez, lors des incidents, des gens qui ne savent pas forcément déclarer les incidents comme il faut, et on se retrouve dans des situations où on perd du temps qui est précieux, en fait, quand il y a un incident qui se déclare. Et donc, la capacité à plus vite on est en mesure d'identifier, de détecter un incident, plus vite on est en mesure de réagir. Donc, les termes sont importants quand même, la détection et la réaction. On va voir ça plus tard avec les standards. Et donc, la partie processus, la partie communication du processus est très importante. Mais une étape suivante aussi, c'est également pour vous de mettre en place des outils de détection, des outils de détection qui sont en mesure, qui sont déjà adaptés à votre organisation, mais qui sont en mesure de vous faire remonter le plus rapidement possible les incidents que vous avez sur votre système d'information. Ces outils-là, vous les mettez en place avec également votre analyse de risque, mais également avec le concours de vos experts sur le terrain. Et enfin, lorsque vous avez votre politique qui fonctionne bien, les outils qui sont en place pour détecter les incidents, on espère que vous n'aurez pas à gérer ce type de situation, mais le jour où malheureusement vous aurez un incident, ce que Dora va apporter de plus, c'est que Dora va vous demander de déclarer cet incident-là au niveau du régulateur. Donc les régulateurs, ce sera les organismes qu'on connaît aujourd'hui, l'ANSSI, peut-être d'autres qui seront communiqués par la suite. En général, on a pu voir ça avec l'expérience de RGPD, certainement qu'il y aura des fiches de déclaration d'incidents qui seront publiées sur les sites officiels. Mais le principe, c'est que lorsque vous avez un incident, vous avez 4 heures déjà pour faire une déclaration initiale. Cette déclaration initiale, elle n'est pas censée être complète. Elle a juste pour but de dire, nous avons un incident majeur qui se produit chez nous, sans pour autant rentrer dans le détail. Ce délai de 4 heures-là, de ce qu'on a vu, peut être prolongé jusqu'à 24 heures, mais c'est important de garder la notion de 4 heures. C'est ça qui est la première notion qui est présentée dans le texte.
Ensuite, après les 4 heures, vous avez 72 heures pour faire évoluer votre déclaration où vous allez faire une évaluation de la criticité. Vous allez donner un peu plus de détails sur ce qui s'est passé et sur comment ça s'est passé. Et ensuite, vous aurez 30 jours pour votre rapport final qui va comprendre la réaction que vous avez eue, comment vous avez restauré votre système, comment vous garantissez qu'à partir de maintenant, les informations, les activités de vos clients soient protégées, soient à nouveau dans un contexte optimal d'utilisation. Donc, ce process-là, vous devez le garder à l'esprit. Et c'est tout ce process-là de classification et de notification des incidents qui va vous permettre ensuite de reprendre au chapitre 5 dont je parlais un peu plus tôt, qui est de partager l'information avec les pairs de votre marché. Historiquement, on avait sur le marché des acteurs, on va dire, qui étaient un peu réticents à l'idée de communiquer parce que ça faisait mauvaise presse, ça donnait l'impression qu'on n'était pas assez compétent, qu'on n'était pas assez mature sur la cybersécurité. Aujourd'hui, l'Europe veut changer cette mentalité, veut changer ce paradigme-là et rentrer dans une logique où on va plutôt se dire qu'on est en mesure de communiquer et de dire au marché, on a eu un incident, on a eu une cyberattaque, ça peut arriver à tout le monde, mais on a été en mesure de réagir et voilà comment on a fait. Et ça permet également au marché de savoir quelles sont en fait les menaces qui sont présentes aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a une question, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est marquer la question dans le chat et ensuite je pourrai y répondre pendant la présentation. Une question de David, il me semble. Yes, Euh, je m'occupe de la marquer dans le chat, merci. ok, ça marche, merci beaucoup. Donc, cette partie incident-là, c'est la partie qui vous permet, donc, comme j'ai dit, de détecter et de réagir à un incident. Mais pour mieux détecter, pour mieux réagir à un incident, il faut déjà être prêt. Et pour être prêt, il faut faire des tests. Même moi, avant ces présentations-là, je me suis entraîné, je me suis testé, je me suis filmé avant de faire la présentation. Donc, on vous recommande de faire pareil avec vos actifs critiques. La notion de test, c'est pas une notion nouvelle. Lorsque vous avez dans une organisation, vous avez des actifs, des activités critiques, il vous est recommandé d'organiser régulièrement des tests de continuité d'activité. Ces tests de continuité d'activité-là vont avoir pour but de voir en cas de sinistre, en cas d'incident, en combien de temps vous êtes en mesure de restaurer avec vos backups que vous aurez sur place, avec vos systèmes de fonctionnement dégradés, etc. Donc, ça vous permet de vous mettre en situation, d'établir des fiches réflexes qui seront utilisées le jour du réel incident. Mais la notion supplémentaire qui va être ajoutée avec Dora aujourd'hui, c'est le fait de faire des tests d'intrusion sur vos systèmes critiques. Euh, Dora vous demande de le faire minimum tous les 3 ans. Nous, ce qu'on vous recommande en tant qu'expert, quand même, c'est d'aller un peu plus loin que ça et de le faire à chaque fois que vous avez une évolution majeure de votre système. Vous avez un système de paiement, vous faites des montées de version, vous rajoutez des fonctionnalités. C'est plus le même système d'information que vous avez. C'est plus le même outil. Si vous attendez les 3 ans avant de le tester, le jour où vous aurez un incident, peut-être que vous ne saurez pas ce jour-là que vous aviez déjà une vulnérabilité qui couvait depuis longtemps. Donc, ce qui est intéressant, c'est de le tester à chaque fois que vous avez une évolution majeure de votre système. Alors oui, donc pour revenir juste sur la question de David sur les rapports qui seront présentés, a priori, oui, ces rapports seront quand même challengés. Le but de ces rapports, c'est de faire des retours d'expérience dans un premier temps sur le marché, mais également, faut pas voir ça comme un challenge dans le sens audit, mais plutôt un challenge pour s'assurer que les bonnes pratiques soient là. Peut-être que ça peut vous permettre derrière d'avoir des recommandations, mais un rapport que vous allez fournir, a priori, ne va pas être l'objet d'une sanction de votre part. Le but, c'est pas ça. C'est pas de vous demander de produire un rapport pour qu'ensuite on vous fasse la police et qu'on vous dise que vous n'avez pas bien fait, donc vous serez sanctionné. Et on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue en ce qui concerne le rapport. Et donc, pour terminer sur cette partie résilience, comme j'ai dit, le but ultime, c'est de disposer en fait de fiches réflexes de, oui, de fiches réflexes en cas d'incident pour que vous soyez en mesure de ne pas, euh, de ne pas découvrir en fait le process que vous devez appliquer le jour de l'incident, mais d'être prêt, dans la mesure du possible, bien évidemment. Et enfin, le dernier sujet, le dernier point que vous devez couvrir, c'est la gestion de la sécurité des fournisseurs. Tout simplement parce que vous allez avoir beaucoup de vos activités critiques qui ne seront pas portées par vous, qui ne seront pas maintenues par vous, mais qui seront gérées par des fournisseurs tiers.
Là-dessus, vous ne pouvez pas aller faire la gestion des risques chez eux, vous ne pouvez pas aller mettre en place la gestion des incidents chez eux. Tout ce que vous pouvez faire, en fait, c'est vous assurer que dans vos contrats avec eux, ils respectent les mêmes exigences qui sont contenues dans l'ORA. Alors, la question qui m'a été posée souvent, c'est dans ce cas de figure-là, est-ce que c'est à nous financièrement d'aller payer auprès des fournisseurs pour mettre ça en place? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation où le fournisseur va nous dire, bah, si vous voulez qu'on soit conforme à DORA, vous prenez en charge, nous, on n'a pas à le faire. Ben, en fait, la réponse est simple, c'est que probablement, en fait, le fournisseur sera lui-même déjà concerné par DORA. Parce que si vous avez vu au départ, on a dit que les établissements financiers, bancaires, tout ça sont concernés, mais également les prestataires de services qui fournissent des services essentiels, critiques à ces établissements financiers-là. Ce qui signifie que si une entreprise qui fournit de la prestation veut continuer à travailler dans le domaine financier, à fournir des services critiques au domaine financier, des services de paiement, d'hébergement, tout ça, cette entité-là va devoir se conformer à DORA. Donc, avant même que vous alliez la voir pour dire, en tant que fournisseur, nous vous demandons d'être conforme, cette entité-là probablement sera déjà régie, régulée par DORA et devra avoir son programme de mise en conformité déjà en place. Donc, là-dessus, sur le sujet de qui paye, il n'y a a priori pas d'ambiguïté, parce qu'ils devront le faire eux-mêmes. Par contre, c'est pas parce que eux l'auront fait que vous devez vous départir de votre obligation de contrôler. Et donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est de mettre dans vos contrats des clauses d'auditabilité pour que vous soyez en mesure, vous, d'aller regarder ce qui se fait chez votre prestataire. Alors, je sais que d'un point de vue pratique sur le terrain, c'est compliqué souvent de négocier ce type de clause, hein. Faut être transparent là-dessus. Mais ce qui est fait le plus souvent, c'est que vous demandez à votre fournisseur de vous mettre à disposition les rapports d'audit que lui-même a réalisés avec des partenaires de confiance. Ça, c'est une possibilité qui vous donne déjà une première vision de ce qu'ils ont sur place. Et donc, vous vous retrouvez donc, si je résume, à avoir une gestion des risques qui est en place, qui identifie ce qui est critique chez vous, ce qu'il faut protéger d'un point de vue résilience opérationnelle, une gestion des incidents qui va vous permettre d'identifier les incidents, de les classifier et de les traiter, ensuite de les notifier au régulateur. Et enfin, une partie continuité d'activité avec les tests de résilience opérationnelle qui va vous permettre de vous préparer et d'avoir la réaction la plus optimisée possible le jour de l'incident, tout en bien sûr garantissant que vos fournisseurs fassent exactement la même chose que vous lorsqu'ils vous délivrent des services. Ça, c'est ce qui est demandé par DORA aujourd'hui. La question, c'est comment on met en place tout ça d'un point de vue opérationnel. Par quoi on commence, comment on travaille sur le terrain pour s'assurer de mettre en place tous ces éléments-là, tous ces 4 chapitres qui ont été présentés jusque-là. Chez Stroopel, en fait, on vous propose une démarche qui est basée sur les standards de sécurité. Si vous vous rappelez plus tôt dans la présentation, je vous ai dit, DORA aujourd'hui va exiger ce qui était recommandé par le passé. Donc, il y avait des standards qui recommandaient des bonnes pratiques de cybersécurité qui ont toujours existé, qui sont connus et reconnus, éprouvés par le terrain. Heu, pour se mettre en conformité DORA, en fait, vous n'allez pas juste aller prendre le texte DORA, lire les 250 ou 350 articles qui sont dans le texte. C'est du juridique, c'est pas ça qui va vous permettre de vous mettre en conformité. Le plus simple, en fait, c'est d'utiliser un standard cybersécurité qui est déjà là et de traiter, d'implémenter les points de sécurité dans ce standard qui se rapportent à DORA. Ce qui fait que pour Stroopel à notre niveau, on a fait un mapping des principaux standards de sécurité qu'il y a sur le marché, un mapping entre DORA et ces standards de sécurité pour que, en fonction du standard que vous voulez utiliser, que vous pouvez utiliser dans votre organisation, vous soyez en mesure d'identifier les exigences que vous devez mettre en place. Donc comme je vous ai dit, pour vous mettre en conformité, bien sûr, la première chose, évidemment, ce sera de voir si vous êtes éligible. Et donc, l'éligibilité, c'est pas juste l'éligibilité au niveau de l'entreprise, c'est que vous devez identifier aussi les activités de votre entreprise qui sont concernées par DORA, de votre entreprise, de votre client qui sont concernés par DORA. Donc, cette éligibilité, ça peut être sur toute l'entreprise, si toutes les activités de l'entreprise ont vocation à servir des activités financières, ou ça peut être sur une partie, une entité de votre entreprise. Si vous êtes un grand groupe, vous avez des activités diverses et variées, peut-être que ce n'est pas tout le groupe qui sera concerné par DORA. Donc, il est bien important de passer un peu de temps quand même sur cette partie éligibilité-là. Bon, là, aujourd'hui, on est à quelques mois à peine de
de l'entrée en vigueur du test. Donc, je suppose que la plupart des grands acteurs du marché l'ont fait. Mais beaucoup d'acteurs ne l'ont pas fait et donc vous avez des outils qui sont disponibles. Drupal en propose, je crois, sur le site web. Mais également, vous avez l'ANSSI aussi qui vous propose des outils. Et le plus simple dans ce cas de figure, c'est souvent aussi de vous faire accompagner. Ça peut être par nous, par d'autres, hein. Si vous connaissez d'autres experts qui sont compétents sur le sujet, c'est très bien. Mais vous vous faites accompagner en fait pour bien identifier les activités sur lesquelles vous êtes éligible à Dora. Et une fois que vous avez fait ça, vous pourrez arriver au deuxième niveau qui est l'évaluation de la maturité. Parce que, je le répète encore une fois, c'est les recommandations d'hier qui deviennent des exigences aujourd'hui. Donc, très certainement qu'il y a des choses que vous avez déjà mis en place dans vos organisations. Vous allez évaluer donc l'écart entre ce que vous avez déjà et ce qu'il vous reste à faire. Et comme je vous ai dit, cette évaluation-là, on vous propose de la faire, on vous recommande de la faire avec des standards de cybersécurité qui sont sur le marché, ISO 27001, le NIST, le SysControl, le guide de l'ANSSI pour les entités qui sont beaucoup plus petites et qui n'ont pas peut-être la possibilité d'aller sur un standard qui leur semble moins accessible. Et donc, cet écart que vous allez faire, cette analyse d'écart que vous allez faire va vous permettre de prioriser vos actions et de définir une feuille de route que vous allez ensuite implémenter. On espère que la plupart des entreprises sont déjà au niveau, de la feuille de route. Ce qui est important de faire quand même, c'est que si vous ne l'avez pas fait au travers d'un standard cybersécurité, le fait d'utiliser un standard peut avoir des avantages je vais vous présenter un peu plus tard, juste après d'ailleurs. Donc l'approche par le standard vous permet déjà de vous assurer que vous avez une vue unifiée. Un standard de cybersécurité vous permet de couvrir tous les sujets, de la cybersécurité et surtout vous donne une bonne vision des actions que vous devez mener. Donc, ça vous permettra en fait de prioriser vos actions, en fonction de l'importance, de la facilité d'implémentation, en fonction de la criticité de ces actions-là déjà. La plupart des standards que vous allez avoir sur le marché viennent avec des outils. Il y a des outils qui sont, beaucoup d'outils qui sont disponibles sur le marché qui vous permettent en fait de voir votre évolution, de quantifier, de mesurer, l'implémentation de vos exigences et aussi de piloter, convenablement l'utilisation de vos ressources. Et une chose très importante aussi avec l'utilisation des standards de cybersécurité, c'est la capacité à, les adapter à votre organisation. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre tout le standard, vous n'êtes pas obligé d'implémenter, juste avec une notion de conformité en voulant cocher les cases. Vous pouvez adapter ces standards-là, pour la plupart en tout cas, à votre organisation. Et enfin, tous ces standards-là proposent justement, comme ils sont adaptables et qu'ils ont des notions de maturité qui sont, intégrées, ils proposent possibilité de faire de l'amélioration continue. Donc on peut commencer petit et au fur et à mesure grandir dans notre, mise en conformité. Et donc aujourd'hui, DORA, c'est une norme européenne. Donc le premier standard qui va sembler être, l'élu, le plus, évident à utiliser, ce sera l'ISO 27001. Parce que l'ISO 27001, c'est la référence en termes d'implémentation de la sécurisation des systèmes d'information. Donc utiliser ISO 27001 pour, se mettre en conformité DORA semble évident. Quand vous lisez les 2 textes, vous voyez il y a une cohérence dans la façon d'écrire, dans la façon de présenter les mesures. Donc ISO est un candidat naturel. Vous allez voir dans l'ISO que vous retrouvez les chapitres que vous avez dans DORA comme, la gestion des risques, la gestion des incidents, les tests de résilience, heu, la gestion des fournisseurs. Vous allez retrouver ces notions-là dans l'ISO 27001. On va dire les seules limites que je peux présenter à l'utilisation d'ISO 27001, c'est que, contrairement aux autres standards que je vais vous présenter, ISO est un peu moins adaptable quand même, on va dire, il faut être honnête là-dessus. Il comporte moins cette notion de maturité, même si oui, hein, vous pouvez quand même avoir des échelons de maturité qui sont présents dans l'ISO 27001, mais comme c'est une norme qui vise très souvent la certification, la notion de maturité est moins accessible dans l'ISO. Et deuxième point, c'est que sur la partie test et résilience, l'ISO 27001 est un peu plus, léger que les autres standards. Parce que en fait, dans l'ISO, vous avez une norme qui est l'ISO 22301, qui est la norme sur la continuité d'activité. Personnellement, je pense que ça aurait été, pertinent de sortir DORA en même temps qu'une évolution de l'ISO 22301 pour s'assurer que la 22301 couvre totalement toutes les exigences de DORA. En tout cas, moi, j'aurais procédé comme ça. Donc je me dis, j'espère que je n'ai pas été le seul à y penser, qu'un jour, il y aura une, mise à jour de 22301 qui va comporter DORA, donc qui vous permettra, en déployant 22301, d'être automatiquement conforme à DORA.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, paradoxalement, le standard ISO le plus complet pour adapter Dora sera l'ISO 27001 pour l'instant. À noter aussi que vous avez la 27036 qui va plus traiter des chaînes d'approvisionnement, donc qui aura pour intérêt en fait d'être plus pratique sur toute la partie résilience opérationnelle, donc le chapitre 3 sur la continuité d'activité. Donc nous, comme je vous ai dit, nous on vous propose un mapping sur les différents sujets, les 4 prérequis que je vous ai présentés là, on vous propose un mapping avec l'ISO, ce qui fait que la gestion des risques, la gestion des incidents, les tests de résilience, la gestion des tiers sont correctement identifiés dans l'ISO. Donc, si vous voulez utiliser l'ISO, vous prenez le référentiel, vous prenez les matrices, les outils qui vous permettent d'implémenter ce référentiel-là. Vous avez un mapping des mesures que vous devez implémenter et donc vous allez suivre uniquement ces mesures-là pour vous mettre en conformité DORA. Et donc, c'est sur ces mesures-là, en fait, que vous allez mesurer votre niveau de maturité. Vous allez aller, je vous prends un exemple sur la gestion des incidents, où on vous demande de faire la collecte des preuves. Bah, vous allez voir si, effectivement, sur le terrain, quand vous avez des incidents, vous collectez convenablement des preuves, vous avez des outils de sauvegarde, de journalisation, tout ça qui sont en place, qui vous permettent d'avoir les preuves comme il faut. C'est le genre de choses que ISO va vous permettre de faire sur Dora, là où le texte ne le signifie pas de façon explicite. Donc, c'est, on va dire, le premier candidat naturel pour l'implémentation de Dora. Mais à part l'ISO, il y a également le NIST. Et comme je vous ai dit, le choix d'un framework, c'est aussi le choix stratégique d'une organisation. Beaucoup d'acteurs sur le secteur financier ont pour vocation aussi d'aller à l'international, notamment sur des marchés plutôt américains ou plutôt américanisés. Et le NIST, c'est le standard de sécurité qui vient des États-Unis et donc qui est adaptable aussi à Dora. Ce qui est très bien dans le NIST, c'est que les piliers, les chapitres du NIST aussi correspondent assez bien quand même aux différents chapitres qui sont présentés dans Dora. Donc vous avez la partie gouvernance qui vous permet d'identifier les rôles et responsabilités, la partie Identify qui vous permet d'adresser la gestion des risques, la partie Protect et Detect, les deux ensemble qui se complètent pour vous permettre d'identifier les sources d'attaque, les menaces et de détecter les incidents. Et la partie Respond et Recover qui va vous permettre de vous préparer donc à répondre à un incident et de revenir à un niveau d'activité optimal après avoir eu un sinistre. Donc, le mapping du NIST correspond assez bien également au mapping Dora, ou en tout cas aux chapitres qui sont développés dans Dora. L'avantage que le NIST peut avoir sur l'ISO, c'est que le NIST, en fait, fonctionne très bien sur la notion de maturité. Dans le NIST, vous avez vraiment cette notion de maturité qui vous permet d'avoir des niveaux d'évolution et de mesurer votre évolution. Donc, vous pouvez implémenter le NIST en commençant, en vous disant, on va commencer petit en déjà mettant en place des process, ensuite on va les automatiser et enfin on va les optimiser. Donc, le NIST est très bien adapté pour ça, ce qui permet d'avoir des programmes de mise en conformité sur des temps un peu plus longs. Mais tout est une question de stratégie aussi, ça dépend du marché sur lequel vous êtes, des partenaires avec lesquels vous travaillez, mais il y a ces avantages-là qui sont là. Le seul inconvénient, comme j'ai dit, c'est que bah, l'ISO, on va dire, c'est la norme européenne et le NIST, c'est plutôt américain, quoi. Il y a le sys-control aussi qui existe. Alors, le sys-control, il est beaucoup plus opérationnel que les deux premiers que j'ai présentés. Donc, qui dit opérationnel va dire qu'il est moins équipé sur la partie gouvernance. Donc, vous allez avoir beaucoup moins dans le sys-control toute la partie process qui va vous expliquer comment définir les rôles et responsabilités, comment mettre en place une gestion des risques. Mais le sys-control va être très opérationnel si vous avez déjà mis en place des process, tout ça, et que vous êtes une organisation et que vous voulez vous assurer que d'un point de vue technique, vous répondiez vraiment bien, vous soyez bien protégé contre les cyberattaques, contre les menaces qu'il y a sur Internet. Le sys-control peut être très intéressant. Le sys-control, en fait, va vous permettre d'aller très loin dans la mise en place de votre gestion des incidents, en fait. Il va vous permettre d'aller beaucoup plus opérationnellement, d'un point de vue opérationnel, en tout cas, d'aller beaucoup plus loin que les deux premiers qui sont cités. Là où les deux premiers vont vous mettre en place une partie organisation. Donc, ça peut être intéressant de coupler les deux. Si vous avez déjà une bonne capacité
à faire du process, à définir des processus, des activités au sein de votre organisation, le syscontrol peut venir en complément. Si c'est le contraire, que vous êtes une organisation ou que vous avez une approche déjà par les outils, que vous avez mis beaucoup d'outils en place, le syscontrol peut vous permettre de voir si vous couvrez bien tout ce qu'il faut. Et ensuite, compléter le syscontrol, pourquoi pas avec le guide d'hygiène de l'ANSSI pour la partie process qui sera mise en place après. Donc, ce choix de solution-là, c'est un choix stratégique, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus. Le but, c'est vraiment de savoir en tant qu'organisation, pardon, à quel niveau vous vous situez, vers quoi vous voulez tendre et surtout avec qui vous travaillez. C'est quoi votre écosystème? Qu'est-ce qui est attendu de vos fournisseurs, de vos partenaires? Quel que soit le choix que vous allez faire, un cabinet comme Strupel peut vous aider avec ces différents outils-là, parce que nous, on a l'habitude de les utiliser sur le terrain pour aller faire convenablement votre étude de maturité, prioriser votre feuille de route et ensuite l'implémenter. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que pour tout ça, le but, c'est vraiment d'assurer une résilience opérationnelle. Il ne faut pas utiliser Dora comme souvent on le fait quand il y a une nouvelle réglementation en se disant c'est une nouvelle contrainte, mais il faut voir en fait l'opportunité que ça vous donne aujourd'hui d'aller chercher du budget, d'aller chercher du budget, d'aller solliciter en fait vos décideurs pour dire qu'il y a un vrai sujet sur la partie résidence opérationnelle et que là aujourd'hui ce qui était recommandation est devenu exigence, donc il faut se mettre en conformité. Euh, Dora va vous aider en fait à vous améliorer et donc il faut le prendre comme ça. Il faut surtout garder à l'esprit ce que je vous ai dit au début, c'est que Dora, et ce sera ma phrase de conclusion, Dora est là en fait pour rendre exigeant ce qui était recommandé au départ. Et donc, si vous avez compris ça et si vous êtes déjà dans une logique de cybersécurité, vous aurez déjà implémenté une certaine partie des choses que je vous ai présentées. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, nous restons disponibles pour vous aider. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai été plutôt long, ça a peut-être fait un effet tunnel pour certains. En tout cas, je suis disponible pour vos questions. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez, à partir de ce moment-là, pour quelques questions. En On tout est cas, merci plutôt beaucoup. bien, hein, on est plutôt bien en timing, puisqu'il est 42. On avait prévu effectivement à peu près trois quarts d'heure de présentation. On a eu une question à laquelle on a pu répondre. Là, n'hésitez pas effectivement à les poser, vos questions. En tout cas, on a essayé d'avoir une approche équilibrée, pragmatique par rapport au Dora, qui représente évidemment une actualité et un marché important. On a essayé d'éviter en tout cas l'écueil des marchands de peur ou l'écueil de la surcomplexité juridique du sujet en partant d'une logique pragmatique qui d'ailleurs dans les appels d'offres auxquels on répond permet aussi d'éviter de rajouter des couches et des prestats et des prestats. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye aussi de se fondre dans l'écosystème et les référentiels déjà utilisés par nos clients. Si on a un client, par exemple, qui est déjà certifié ISO 27001 ou qui est dans cette logique-là, on va pouvoir s'appuyer effectivement sur sa roadmap cyber de manière globale et aller compléter ou renforcer les mesures qui ont besoin de l'être dans le cadre des exigences liées au règlement DORA. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation de Désiré ou plus globalement par rapport au sujet de ce matin? Pas de questions particulières. Merci beaucoup pour cette présentation claire et le mapping sur les différents standards, notamment l'ISO 27001, est très apprécié. Merci. Merci David. Je pense qu'on pourra le mettre en ligne aussi, il sera disponible. Normalement. C'est ce que je allais vous demander. Voilà. Merci. On va le faire. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ou j'ai été suffisamment clair, comme David disait, ou je vous ai un peu ennuyé quand même? Non, bonjour, non, c'était très clair, Ça va. très belle présentation. Merci. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci. Très clair, Désiré, comme d'habitude. Bon, Frédéric, c'est un interne, donc bref. Bah Très bien. écoutez, merci beaucoup, hein. Si il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser Jean-François conclure. Oui, bah, en tout cas, on est très heureux ce matin
pouvoir vous présenter le fruit des travaux menés en interne par le cabinet et en particulier par Désiré. J'espère effectivement que ça a répondu à vos attentes. La prochaine fois sur le format, probablement qu'on fera une mise en ligne directement sur LinkedIn, parce qu'on avait au moins une trentaine de participants supplémentaires qui ont peut-être discuté à nous rejoindre. Ça, c'est plus des sujets techniques. Mais de toute façon, les supports, on les adressera. On les mettra en ligne, ce qui permettra de les récupérer. Si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas. Je pense que vous avez de toute façon nos coordonnées pour nous joindre. Et puis, on fera probablement, c'est un petit teaser, on fera probablement un autre webinaire, en particulier lié à Nice 2, prochainement. Puisqu'on a aussi des clients qui des activités diverses et qui sont concernés par les deux normes à la fois. Donc voilà, qui a un cadre un peu plus global qui va concerner plus de secteurs économiques, mais qui est moins spécifique, on va dire, au secteur financier, mais qui est tout aussi important. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de matinée et puis au grand plaisir de pouvoir vous recroiser dans l'écosystème cyber. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci Au revoir. beaucoup.